À l'origine, une île, une ville. L'île, Montréal. Cette ville qui aura été témoin d'un empire criminel inédit au Canada. L'histoire de cette puissance obscure fut animée par la rivalité de deux clans italiens, les Calabrais et les Siciliens. La mort de Vito Rizzuto, dernière figure emblématique de ce qui constitue le crime organisé montréalais, marque un tournant dans ce conflit. C'est avec lui que s'éteint le clan Rizzuto et avec lui que se conclut une histoire qui aura tenu en haleine Montréal durant plus de 60 ans. Au début du XXe siècle, une immigration importante contribue à l'essor économique de la province de Québec. Ce flux migratoire apporte coutumes et traditions qui sont parfois indésirables. Des clans s'installent et créent des marchés clandestins. Mais l'organisation qui se distingue nettement des autres est la Main Noire, un groupe d'origine italienne dont l'extorsion et le chantage sont les principales activités, n'hésitant pas à recourir à la violence et au meurtre. Ces clans contribueront à l'émergence des maisons de jeu et de prostitution qui représentent aux yeux de la loi le plus grand danger pour le monde urbain de l'époque. En 1920, lors de l'entrée en vigueur de la prohibition aux États-Unis, une intense coopération débute entre les grandes figures du crime organisé américain et les contrebandiers canadiens pour le commerce d'alcool entre les deux pays. Après la Seconde Guerre mondiale, Montréal était une ville profondément corrompue. Chaque palier de gouvernance subissait l'influence de la criminalité. Les forces policières étaient souvent à la solde des trafiquants et des contrebandiers, tandis que les politiciens mandataient les chefs de gang pour truquer les élections. La pègre locale se partageait la ville en plusieurs territoires. Le port était un point stratégique où les clans italiens en étaient les plus influents. Au début des années 1940, un Italien, originaire de Calabre, avait acquis une certaine renommée dans la métropole en s'impliquant dans un grand nombre d'activités criminelles. Son nom, Vincenzo Cotroni. Au fil des ans, Cotroni prit de l'ascendant au sein des gangs italiens, gagnant le respect des principales têtes dirigeantes, dont celui du Sicilien Luigi Greco, qui deviendra son acolyte, permettant d'unifier Siciliens et Calabrais. Vincenzo Cotroni était gérant de plusieurs cabarets réputés de la ville. Mais la prostitution et l'industrie du jeu l'enrichissaient à des degrés bien supérieurs à ceux de la chanson. Sur ce chapitre, Montréal se distinguait. C'est ainsi qu'en 1953, des représentants sicilo-américains s'installent à Montréal pour renforcer leur emprise sur la pègre locale. Ils pouvaient compter sur l'aide inconditionnelle des associés Cotroni et Greco. Ils avaient saisi parfaitement le potentiel de la ville en prenant le contrôle des raquettes, des maisons de jeu et en structurant un important trafic de stupéfiants avec l'Europe, métamorphosant Montréal en plaque tournante du trafic d'héroïne en Amérique du Nord. Grâce aux nombreuses relations qu'il entretenait avec le réseau corse, Cotroni jouait un rôle crucial durant la French Connection et sera nommé chef de la faction, reléguant Luigi Greco au poste de lieutenant.
Sa nouvelle autorité permit d'apporter du sang neuf et d'intégrer Paolo Violi, un compatriote calabrais, et en fit un de ses lieutenants, au même titre que Luigi Greco. Mais il hérita aussi d'un adversaire de taille au sein des rangs siciliens. Un proche de Luigi Greco voyait d'un mauvais œil la venue de Violi, qui allait renforcer l'autorité des Calabrais au détriment des Siciliens. Cet adversaire était Niccolo Rizzuto, pour qui Montréal devait être dirigé uniquement par des Siciliens. La situation se corsa en 1972 quand une opportunité se présenta à Niccolo. La mort de Luigi Greco laissait un siège vide et Niccolo était le candidat tout désigné pour lui succéder. Mais hélas pour lui, Vincenzo Cotroni, conscient du danger que représentait l'ambitieux Rizzuto, en décide autrement et nomma son protégé Paolo Violi pour récupérer la place vacante. Pour Niccolo, c'était un affront. Il ne pouvait supporter l'idée qu'il serait l'inférieur de deux Calabrais et commença à envisager sérieusement les choses. Désormais, la ville n'était plus assez grande pour les deux bandes rivales. C'est accompagné de son fils Vito, âgé de 26 ans, immergé depuis sa naissance dans ce qui allait devenir sa véritable vocation, que Niccolo s'installa au Venezuela pour préparer l'avenir, sans perdre de vue ses prétentions sur la métropole canadienne. En 1974, la chance sourit au clan Rizzuto, qui reçut une aide inattendue. La commission d'enquête sur le crime organisé requit l'emprisonnement de Vincenzo Cotroni pour outrage au tribunal et cibla ensuite Paolo Violi avec l'aide d'enregistrements, lui faisant perdre toute crédibilité. Les Rizzuto profitèrent de la débâcle pour gagner du terrain pendant leur incarcération. Lorsqu'il fut libéré de prison, Violi était un homme mort. Le soir du 22 janvier 1978, l'inévitable se produisit. Paolo Violi fut assassiné à son ancien bar, rue Jean Talon. Bien que Niccolo et Vito ne fussent pas en sol canadien au moment du meurtre, ils en étaient les commanditaires. Mr. Cotroni, how do you do, sir? Vincenzo Cotroni n'avait plus l'énergie et l'influence nécessaires pour empêcher ce qui était arrivé. We wanted to ask you if you knew who killed Mr. Violi. You know what the situation is on that? I don't know nothing about that. Really? You don't know anything about it? Nothing. Well, we heard about somebody by the name of Mr. Rizzuto. Do you know anything about Rizzuto? No? You don't know nothing about him, eh? Because we heard that it was a feud between the Calabresians and the Sicilians. I don't know nothing. Son prestige le garda en vie, mais la maladie n'avait que faire de son statut et l'emporta en 1984, à l'âge de 73 ans, marquant la fin de l'ère calabraise. Les Siciliens prirent la suite avec le retour de Vito Rizzuto, tandis que le patriarche Niccolo resta au Venezuela. Les deux têtes pensantes du clan placées à deux points stratégiques allaient intensifier le trafic de drogue à Montréal de manière telle qu'il allait éclipser les réseaux du passé. Le règne de la famille Rizzuto allait être tout simplement époustouflant. Avec Vito à sa tête, Montréal allait prendre une nouvelle dimension. Son don de rassembler des groupes criminels qui, en d'autres temps, auraient comploté les uns contre les autres était le secret de sa réussite. Vito avait compris que la violence n'était pas bonne pour les affaires, ce qui permit de garder les autorités à distance. Il apparaissait comme un homme serein et discret. Les circonstances jouant toujours en sa faveur, il échappa à 2 procès de façon tellement spectaculaire que son statut d'intouchable s'amplifia. À l'aube du nouveau siècle, Vito détenait un empire criminel opérant en toute immunité. Cependant, de l'autre côté de la frontière, un événement allait déstabiliser son œuvre de paix. La chute de Vito Rizzuto fut amorcée par une enquête new-yorkaise. En 2002,
des dirigeants de la Cosa Nostra sont arrêtés et coopèrent avec la justice. Les témoignages des repentis eurent un effet domino, atteignant le grand patron montréalais. Les autorités américaines le soupçonnaient d'avoir participé au meurtre de 3 membres de la pègre américaine en 1981 et réclamèrent son extradition. Au petit matin du 20 janvier 2004, Vito dormait à point fermé quand les policiers frappèrent à la porte de sa demeure, avenue Antoine Berthelet. Cet événement provoqua une onde de choc dans le milieu criminel qui se voyait privé de son leader. Sa chute provoqua une réaction en chaîne. La GRC frappa de plein fouet le clan sicilien en arrêtant ses derniers membres influents. Des clans adverses surgirent du passé. Les Calabrais étaient revenus hanter la métropole, à leur tour de conspirer pour récupérer leur domaine 3 décennies plus tard. Et en 2010, le coup de grâce. Vito apprend de sa cellule l'assassinat de son père et de son fils. La colère et la vengeance s'emparèrent de son esprit. Vito se retrouvait seul, préparant patiemment son retour. Le 5 octobre 2012, Vito Rizzuto est libéré de prison après y avoir séjourné 6 ans. Son retour au pays fait craindre le pire. Un bain de sang se préparait. Les meurtres de son père et de son fils lui avaient enlevé le goût de la diplomatie. L'automne 2012 produisit autant de cadavres que de feuilles mortes. En 2013, Vito avait repris du poil de la bête. Il était à nouveau l'homme le plus puissant du monde interlope canadien. Cependant, une vengeance insatiable prend une fin abrupte. Tout bascula le soir du 21 décembre 2013, où Vito Rizzuto rencontra la mort. Son décès était d'autant plus inattendu qu'il n'y avait eu aucune rumeur de maladie, alors qu'il débordait d'énergie à récupérer son empire. La décision de sa famille de ne pratiquer aucune autopsie laisse encore aujourd'hui planer le mystère. Plusieurs pensent à un empoisonnement pendant la soirée, alors qu'il faisait la tournée des cocktails. Sa mort marque la fin d'une ère qui débuta 60 ans auparavant, laissant la place à une nouvelle génération qui doit maintenant forger sa propre histoire. C'est ainsi que 2 dynasties italiennes auront fait de Montréal le centre stratégique du crime organisé au Canada. 2 dynasties qui eurent bien plus en commun que leur simple rivalité régionale.